Oh là là, où est Charlie? Il était là. J'ai toujours été nul en cachette. Par contre, ce que j'adore, c'est parler de trucs geeks. Et aujourd'hui, on va parler de flipper. On va voir comment on fabrique un flipper de A à Z. On est chez Exa Pinball. On va rencontrer Loïs qui a créé un flipper dans son garage. Le flipper dans son garage est devenu un flipper qu'on vend en ligne. En ce moment même, vous pouvez l'acheter. Je suis sûr que vous allez avoir envie. Après, moi, j'y ai joué, donc j'ai envie. Bon, bref, on y va. Comment on fabrique un flipper? C'est maintenant. On va vous raconter une histoire d'un flipper en essayant de parler de l'histoire des flippers, mais surtout d'un flipper, et c'est ton flipper, Loïs. C'est vrai. Moi, je suis un peu nul en flipper, donc je le dis, donc dans les commentaires, si je dis des trucs qui ne me détruisez pas, le flipper, je pense que c'est une des machines qui a le plus évolué, parce que je crois avoir vu un début de flipper qui date de l'époque de Louis XIV, où à l'époque c'était juste la bagatelle, on a rajouté 2-3 trucs en plus, qui on a rajouté 2-3 trucs en plus. Aujourd'hui on se retrouve avec des écrans, avec de la programmation, des sons qui sortent de tous les côtés. Le flipper a eu une évolution folle et ça date de très longtemps, enfin en tout cas l'origine du flipper est très très vieille. En fait en gros ça suit l'évolution de tout type de médias. Quoi. On a mis des écrans, on a commencé à se dire qu'on pouvait rajouter des animations, du son, et ouais, ça a suivi l'évolution de plein de choses. Et d'ailleurs, il y a une super bande d'arcade, si vous aimez les vieilleries, j'aimerais trop la voir, mais je pense qu'elle doit valoir un bras. Il y a eu un Pac-Man Junior où tu avais le jeu en haut, et si tu faisais sortir Pac-Man d'un côté de l'écran, il devenait la boule de flipper, et en dessous, c'était un flipper. Ah oui, le Baby Pac-Man. Fou. Assez rare à trouver ce modèle. Ouais, bah, j'ai jamais joué, j'aimerais y jouer. Donc tu aimes le flipper, oui. Tu joues au flipper, oui. Tu as des flippers chez toi, depuis longtemps. Depuis à peu près 10-12 ans. Et un jour, tu te dis, je vais fabriquer mon propre flipper dans mon garage. C'est ça. Mais comment? En gros, je me suis intéressé un peu à l'objet. Je suivais à l'époque quelqu'un qui allait devenir game designer, qui a un peu partagé son expérience sur la création de flippers, un Américain qui s'appelle Scott Danesi. Et en fait, ce gars-là, il avait déjà un peu d'expérience dans le flipper, il avait fait des mods, il avait fait des cartes électroniques pour un peu détourner des jeux et les faire à sa sauce. Et ce gars-là s'est dit à un moment donné, bon bah c'est bon, je suis prêt, je vais faire un flipper et en plus je vais le documenter, je vais mettre sur mon site quelques étapes, là où je galère, ce que j'aime bien faire. Je vais vous partager avec vous le design. Et le fait de voir qu'un seul mec arriver à faire ça, je me suis dit, bah, si lui il le fait, je peux le faire. Je peux peut-être le faire. En tout cas, je peux peut-être tenter le truc. Donc tu fais ton flipper dans ton garage, il est jouable, tes potes viennent jouer. Exactement, on se fait des soirées dessus. Et tu le mets au grenier. Bah voilà, la vie fait que j'ai pas pu continuer le projet en tant que tel. Il a fallu que je prenne une décision dessus. Donc à un moment donné, il a fallu que je déménage. J'ai eu le plateau dans les mains et je me suis dit bon bah on va le mettre dans le grenier. Hein, de toute façon, il faut faire de la place. Et alors qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, je bosse avec une personne qui s'appelle Romain Fontaine sur un autre projet. Et en fait, cette personne-là m'a dit si ça t'intéresse, tu peux bosser sur des projets de flip. Il m'a même fait travailler sur un projet de flip. Et un jour, il y a Romain qui m'appelle. Tiens Louis, faut que je te parle de quelqu'un. On m'a contacté, il y a une personne qui veut faire un flip français. J'ai un peu réfléchi, j'ai pris le numéro de téléphone et j'ai appelé. J'ai eu Alex au téléphone. On a dû s'appeler le mercredi. 2 jours plus tard, Alex était dans mon garage en train de jouer au flipper. Donc toi, tu arrives chez Loïs, tu es dans son garage, il te descend un proto qu'il a fabriqué lui-même. L'idée, c'était vraiment de voir ce qu'il avait fait, voir si la circulation de billes, ce qu'on appelle le flow, était satisfaisant. Le flipper soit pas trop punitif, pas trop complexe, voilà, qui ressemble un peu à ce que j'avais un peu en tête d'un flipper. Vu qu'on construit une marque, on n'a qu'une seule chance. Donc il fallait qu'il coche toutes les cases que j'avais en tête. Notre marque, c'est Exa Pinball. Exa comme hexagone, c'est français, c'est un petit rappel. Et beaucoup de membres de l'équipe sont répartis sur toute la France. Le flipper joue bien, le flow est bon, des petites modifications, mais pas une révolution. J'appelle Romain, après quelques semaines d'échange pour caler le truc. On arrive à peu près en mars 2022, et puis banco, c'est parti. Mais du coup, moi, ce que je voudrais, ça serait ta backstory, comme dans les Marvel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a donné le super pouvoir de fabriquer un flipper? J'ai un associé, Christophe, on travaille ensemble depuis des années. On est informaticiens tous les deux. Donc, à un moment de notre vie, on s'est dit, on avait un peu de temps, on avait un peu de moyens, on voulait plus faire d'informatique. Et moi, je suis un grand passionné de flipper. Et du coup, j'ai dit à Christophe, écoute, il y a un marché qui revient, c'est le flipper. Et lui, il jouait au flipper? Pas du tout. Et du coup, tu dis oui? Ouais, je dis oui, ouais. Mais pourquoi? Faut être un peu fou, mais... Il trouve quelqu'un qui a fabriqué un flipper dans son garage, il t'appelle et il dit c'est bien, et toi tu fais allez on y va? Bah ouais. Budget, on se dit ok, bah, ça passe, comment on fait? Moi j'avais
pas du tout envie de repartir des choses américaines, d'acheter de l'électronique américaine. Enfin, je voulais que ce soit vraiment Oui, parce français. qu'aux États-Unis, on peut avoir des tonnes de pièces. Oui. Si t'es un peu doué, tu peux te Ouais. fabriquer un flipper. Ouais, tu achètes tout Ouais. chez eux, tu te le montes, il n'y a aucun problème. La vraie volonté qu'on avait, c'était de faire une boîte en France, de, entre guillemets, réindustrialiser en France, idéalement dans le sud-ouest parce qu'on est basé là. Et on veut vraiment faire un flipper français avec des pièces françaises. Combien En de France, corps de métier, du coup, vous utilisez pour faire un flipper? eh bien, on est sur une petite dizaine. On a du bois, du métal, du game design et de l'illustration, on a de l'animation pour tout ce qui se passe à l'écran, on a du son, on a de l'électronique et de l'informatique. Donc voilà, on est une bonne dizaine de personnes Ok. pour arriver à fabriquer un objet comme ça en France. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais sur le projet? Vu que toi, tu es vraiment programmeur, tu programmes tout ce qui se passe dans le flipper? Ouais, c'est ça. En fait, on utilise ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire c'est un programme déjà fait par des gens qui sont à la fois développeurs et passionnés de flipper. Ce framework qui s'appelle Mission Pinball Framework. Et dans ce framework, en fait, sont déjà gérées la plupart des choses dont on a besoin dans un flipper. Donc, ce qu'on vient nous rajouter, ce que Louis a commencé à rajouter à l'époque, et puis ce que moi j'ai continué, c'est je rajoute des règles en fait pour dire au framework ce qu'on attend de lui. C'est toi qui viens lui dire, si la bille fait telle chose, il faut que toi, tu lances telle vidéo, tel truc, tel son, Exact, tel machin. exact, c'est exactement ça. Mais toi, tu faisais tu faisais du code pour des logiciels, je suppose, Oui, pour ouais. des sociétés ou des choses comme Ouais, ça. ouais. C'est pas du tout pareil. Non, c'est un autre, ouais, c'est même carrément un autre écosystème en fait, hein, parce que le framework, il a des règles de fonctionnement, il génère ce qu'on appelle des événements. Enfin, il faut se fondre dans le framework pour comprendre comment il fonctionne et pouvoir l'utiliser. Et tout à l'heure, pendant qu'on enregistrait, on a entendu des bruits de flip derrière. On entendait clac, 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 clac. Souvent, quand tu programmes, quand tu testes ton logiciel, tu le testes sur ton ordinateur. Ouais. Mais du coup, là, quand tu changes des choses dans le programme, tu as un flipper de test derrière. Ouais, ouais. Mais je vais peut-être dire un truc con, mais du coup, si tu dis si la bille va taper tel truc à tel endroit, il faut que tu arrives toi à le faire. Ou alors tu prends la bille et tu tapes le truc. Ouais, je triche un peu, je Ah, fais un peu avec les doigts, je fais un peu avec les doigts. Bon, j'ai un flipper, mais il n'y a pas de vitre. Ah oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Donc tu vas toucher les connecteurs Ouais. pour voir si ce que tu viens de Ouais. mettre. Oui, parce que je ne suis pas un très bon joueur de flipper, Ok. donc je simule Tu sais- avec mes doigts Ouais, comme beaucoup, ouais, ou avec la beaucoup de bille, gens mais- simulent avec les doigts, tu sais. Comment on fabrique votre flipper? Du bois, du métal, du plastique, de l'électronique. Très bien, Tout la même merci. chose. À bientôt. Allez. Ciao. Qu'est-ce que vous avez pris comme bois? Comment vous faites Eh ben, il a fallu apprendre, parce Ouais. que le bois, il existe plein d'arbres, plein d'essences différentes. Tout n'est pas possible de l'avoir en France. Plein de styles de bois, de fabrication de bois. Donc, avec l'aide de notre menuisier, on a fait des tests. On s'est arrêté sur une certaine essence, en l'occurrence du boulot. Une certaine épaisseur pour pouvoir adapter toutes les mécaniques et que la caisse soit quand même assez costaud pour supporter l'ensemble de la mécanique. Et après, on a dessiné la caisse. La planche, elle arrive, c'est une grande planche brute. On la passe dans une machine, ça découpe. Notre menuisier Julien, avec son savoir-faire, la façonne. Parce que tu me disais, il n'y a pas de clous. Non, c'est entre guillemets, j'aime bien dire à la japonaise, je sais pas si c'est eux qui ont inventé ça, mais en fait c'est emboîté et collé. Pour avoir une finition totale, en fait, hyper jolie. Ouais, c'est ça, pour avoir des belles arêtes, des beaux emboîtements et tout, c'est vraiment fait main déjà, Ok. et Peint. avec une technique spéciale. Non, c'est pas peint, c'est Peint. un choix qu'on a fait. C'est Ok. c'est du contreplaqué, Ok. mais qui est replaqué avec une sorte de vinyle qui nous permet Ok. d'avoir déjà une surface toute Ah oui, lisse. c'est hyper chouette. Et ça nous permet, quand on va être en phase de décoration de la caisse, d'avoir une surface déjà parfaite et Ok. qu'on n'a plus qu'à venir coller nos décos dessus. Donc on a fait un choix d'une matière qui est un peu plus coûteuse, mais qui est vachement plus qualitative et qui est Et plus qui vous pratique fait pour nous. gagner du temps. aussi. Exactement. Ouais. Et la finition est tout le temps parfaite. Donc on va y mettre la partie haute, tous les éléments électroniques. Le cœur de la bête qui permet à tout ce qui va être sur le plateau d'être connecté à cette carte qui va discuter avec notre PC. Et après, dans la caisse, c'est là où on va avoir tous les faisceaux pour amener le 220, amener le 48 volts, le 12 volts, enfin toutes les tensions que nous avons besoin pour faire vivre la machine. Ok. Voilà. Et le plus important, c'est le plateau. Parce qu'en France, il n'y a pas une entreprise, vous y allez, bonjour, je voudrais des plateaux de flipper. Ça Ouais. n'existe pas. Ouais. Donc on a dû inventer tout ça, trouver comment on fabrique des plateaux avec la qualité qu'on souhaite. Donc du coup, on a fait pas mal de tests. Ce modèle-là, c'est le modèle qu'on parlait tout à l'heure, qui était notre premier proto, Ah ouais. sur lequel on a fait la méthode traditionnelle avec des inserts de flipper. Donc c'est du plastique qu'on vient insérer en légère force dans le bois. Et derrière cet insert transparent, on va avoir une lumière qui permet d'avoir de l'éclairage. Donc ça, c'est la technique historique qui nous convient, mais ces pièces-là, elles ne sont pas fabriquées par nous. C'était
assez contraignant pour nous, basé en France, d'utiliser ça. Donc on a réfléchi à trouver une autre solution. Donc on a fait plusieurs essais qui sont là, donc sur des plateaux qu'on appelle Whitewood aussi, comme le prototype, où là on a fait des premiers tests où on a fabriqué nous-mêmes nos inserts, mais on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes... De lumière peut-être, ça passait ouais, pas de assez. lumière et de vernis après. C'est-à-dire que malgré que ce soit mis en force, il y a quand même un petit espace très microscopique entre le plastique et le bois, et du coup on avait du vernis qui tombait dedans et c'était très contraignant. Et du coup en réfléchissant, en travaillant avec la personne qui nous usine les plateaux, on s'est dit mais pourquoi pas utiliser notre technique, et on a développé notre propre procédé où en fait on vient couler de l'époxy dans nos inserts et on va venir fabriquer ça d'une certaine manière qui nous est propre. D'ailleurs on a déposé un brevet sur cette procédure-là qui nous permet d'être complètement indépendant des pièces historiques. Et de faire n'importe quelle forme. N'importe quelle forme, n'importe quelle teinte, n'importe quelle couleur. On fait comme on veut et maintenant c'est beaucoup plus pratique. Et du coup, on n'a pas des phénomènes qu'on a avec les pièces historiques qui viennent bouger parce que le bois, avec le temps, vit et le plastique vient bouger dans le bois et se décoller. Et parfois la bille s'arrête. Ouais, t'as le truc de tac, un petit peu. Ouais. L'insert a bougé. Ouais, c'est ça. Chose que nous on n'a pas parce que l'époxy, il est noyé. On a l'impression que ça fait partie du plateau. C'est noyé dedans. Alors là, c'est un plateau qu'on est en train de préparer pour un flipper d'un client. Donc là, on voit le dessous, où on va commencer à mettre les cartes électroniques qu'on vient installer dessus. Vos cartes électroniques à votre nom, puisque vous avez aussi créé ces plaques électroniques que vous faites fabriquer. Tout à fait, tout à fait. On a designé nos cartes pour simplifier notre câblage, fiabiliser pas mal de choses. Et puis c'est quand même plus moderne que d'avoir des kilomètres de fil. Oui, c'est ça. Ça vous réduit le nombre de fils, parce que c'est vrai que quand on ouvre un vieux flipper des années 90, il y a du fil de partout, quoi. Ah ouais, je sais pas par combien on a divisé, mais faut imaginer qu'un switch égale 2 fils, une lampe égale 2 fils. On a une quarantaine de switches, et je crois qu'on a 120 ou 130 lampes, donc vous multipliez tout par 2. Donc ça fait beaucoup une quantité de fils. Donc ça, c'est le dessous qu'on voyait là. Et maintenant, le dessus. Donc vous avez déjà stické. Alors c'est pas un stickage. C'est pas un stickage. C'est une impression. Ok. Si je vulgarise, une machine. Ouais. Jet d'encre. Un peu plus grande que celle que vous avez sur votre bureau chez vous. Qui imprime le bois. Qui imprime le bois. Ah ouais. Et hop, ça imprime. Exactement comme votre machine que vous avez chez vous à jet d'encre. Ok, d'accord. Sauf que ça imprime sur du bois. Et la machine est un peu plus grande que votre imprimante. Oui, bien sûr. C'est tout. Une fois qu'on a le bois imprimé, il part chez une autre personne de l'équipe qui va venir faire le vernis. Ah, tu m'avais pas dit qu'il y avait vernis, impression, vernis? Non, c'est... Si, tout à fait. Ah, ok. Dans notre procédé à nous de fabrication, on a l'époxy, puis un vernis, puis l'impression, puis un revernis derrière. Plein de vernis. Ok. Pour avoir vraiment un plateau qui est hyper costaud, hyper brillant. Là, vous l'avez pas à l'image, mais il y a une épaisseur et un toucher, c'est hyper doux. Là, la bille, elle file là-dessus, quoi. Vraiment, c'est... Ouais, et puis surtout, c'est costaud. Là, on peut y aller. Vous pouvez taper dedans. Le plateau va pas s'abîmer aussi vite que d'autres fabricants qui n'ont pas choisi les mêmes procédés que nous. Ok. Il faut savoir que nous, quand on fait un plateau, c'est à peu près 3 mois de délai. Ah ouais? Voilà. Entre le moment où on commence à découper le bois et le moment où je vais commencer à pouvoir l'équiper, il y a un très très gros 3 mois. Une fois équipé, de toutes ces PCB, de tous ces mécaniques, de toutes ces cartes électroniques, on va se retrouver avec un plateau fini. Ok. Donc là, il y a moins de fils, mais il y a quand même des fils. On est obligé, hein. Oui, on ne peut pas tout mettre dans les PCB. Bien sûr. Surtout la haute tension qui alimente tous les mécanismes pour que la machine vive. Okay. Donc là, on est sur des tensions de 50 volts avec un certain ampérage. Donc on ne veut pas le mélanger avec les PCB pour pas que ça vienne tout perturber. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit qu'il est plus haut que tout le reste. Et après, dessous, on va retrouver pour les aficionados du flipper des mécaniques un peu traditionnelles qui existent depuis 40 ans, qu'on sait réparer, qu'on sait trouver, qu'on sait maintenir. C'est une vraie volonté de notre part d'avoir un flipper qui va durer dans le temps et qu'on pourra réparer dans 20 ans, dans 30 ans, parce que c'est des pièces hyper communes. Et puis souvent, les collectionneurs, ils aiment bien changer eux-mêmes certains trucs, certaines ampoules, certains trucs. Ouais, déjà l'entretenir eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et après, pouvoir le réparer si une pièce viendrait défectueuse. Ok. Voilà. Donc là, c'est le dessous. Ouais, vas-y. Et sur le dessus, toute la partie vivante de la machine, on va avoir les éléments qu'on parlait au début, donc du plastique, du métal, un peu de bois parce qu'on a un deuxième plateau. Il y a un mini flipper dans le flipper. Exactement, c'est bien résumé. Et tout cet ensemble-là qui a été défini visuellement par notre game designer Louis, pour que le flipper ait un attrait, que le flow soit satisfaisant, que le tir soit plaisant, et ainsi de suite. Et du coup, là, on arrive au métal. Donc le métal qui est fait chez nous, dans nos locaux, on a notre propre chaudronnerie avec notre chaudronnier d'Amiens. Allons chaudronner.
Comme vous l'avez vu sur le flipper, il y a pas mal de métal. Il y a deux grandes familles, les rampes en fil de fer et la tôlerie façonnée. Comme le plateau, vous n'avez pas une entreprise, vous allez voir bonjour, je voudrais telle pièce ou telle pièce de flipper. Ça n'existe pas et en plus c'est des pièces qui sont propres à notre machine qui ne vont pas s'adapter sur une autre parce que c'est par rapport toujours au design qu'a choisi Louis. Donc notre chaudronnier, Damien, a dû réfléchir, travailler, inventer son propre système pour arriver à ce résultat-là. Donc par exemple pour les rampes fil de fer, lui va partir de tiges toutes droites. Il s'est fait des gabarits où il va venir tordre à la main avec certains angles. Vous voyez que si je prends cet exemple-là, hop, là c'est un entre-deux, une rampe qu'il a commencé à façonner. Et après, avec d'autres gabarits, il va venir les souder pour arriver à une rampe finie. Donc là, c'est résumé en quelques secondes, sauf que c'est presque 6, 8 ou 9 mois de travail pour arriver à ce résultat-là. Trouver le fournisseur de fils en 3 mm, où est-ce qu'on va pouvoir avoir et faire cette finition un peu chromée sur des si petites pièces et ainsi de suite. Les seules fois où j'ai vu des pièces aussi fines, c'est sur des cages à pénis. Très bien. Et après, il y a tous les autres guides, toutes les autres grosses rampes qu'on va avoir, où en fait, on fait découper à la forme des bouts de métal, d'inox pour être plus précis. Et Damien, toujours le même, va venir les façonner. Donc ça, c'est lui qui les tord avec ses propres gabarits par rapport au plan qu'a fait Louis, pour qu'on puisse l'insérer sur le flipper. Donc ça, c'est une pièce qui est relativement simple, et une pièce qui est un peu plus complexe, comme celle-là, notre rampe centrale, où en fait, on va avoir 4 éléments de métal qui sont façonnés avec des virages à bien respecter justement pour gérer la trajectoire de la bille. Un assemblage avec un autre métal un peu différent qui va nous permettre d'avoir une rigidité et de ne pas abîmer le plateau, mais d'avoir la rampe qui plaque bien. Donc tout ça, c'est des mois et des mois de réflexion pour arriver à ce résultat-là en France. Une fois qu'on a tout, on arrive à assembler cette machine-là. Le PC est à l'intérieur, vous avez mis un écran d'ordinateur. C'est ça. Un écran d'ordinateur, tout est connecté. Christophe a pissé du code. Beaucoup. Qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Et normalement, on l'allume et ça fonctionne. Exactement, c'est exactement ça la suite logique. Et maintenant, on va voir ce que Louis a à dire sur son flipper, comment on joue. Et moi, je vais jouer. Ce que j'ai voulu créer avec ce flipper-là, je suis parti sur un principe de flipper à mission. Alors nous, on a fait le choix de présenter à l'écran la difficulté de la mission, ça se trouve en haut à gauche. Et là, il y a une animation. Et là, il y a une super animation justement créée par Alex, qui est notre graphiste 3D en fait, qui nous a fait toutes les animations sur le jeu. En gros, comment ça s'est passé avec Alex, on a d'abord bossé sur des storyboards sur base des missions qu'on avait créées. Et au fur et à mesure qu'il faisait les animations, on les a intégrées dans le jeu, voir si c'était fluide par rapport à l'action, à ce qui se passe sur le plateau, quitte à ajuster un peu des éléments. Et on a avancé comme ça, mission par mission. Et c'est fait par Alex. Alex, que tous les gens qui regardent No Life connaissent, puisque Alex a fait énormément d'animations 3D sur la chaîne No Life. Il a fait toute la 3D dans la série Nerds, même dans le Syndic du Donjon, que vous avez vu sur ma chaîne, réalisé par Thomas. C'est Alex qui a fait les dragons et tout ça. Très fort, Alex. Et oui, il est super fort, c'est clair. Et pour accompagner les animations, on a Hervé, qui est le compositeur, qui bosse sur toute la partie sonore. C'est-à-dire qu'une fois que les animations 3D sont faites, lui, ça lui permet d'avoir la matière à l'écran et de pouvoir en fait composer le morceau, parce qu'il faut savoir que pour chaque mission, on a une composition différente et c'est une composition originale. Il s'est également occupé de tous les FX du flip. On a discuté un peu de l'orientation artistique qu'on voulait, nous, au départ, quand on a commencé le projet. Quelque chose de plutôt électro, du Wipeout, du Prodigy, vraiment pour avoir une première référence en fait. Et, très électronique. Très électro, c'est ça. Et là, tu m'avais dit que vous aviez un petit truc que les autres flippers n'ont pas. Ce qu'on a ajouté sur ce flipper-là, ça se passe sur le mini plateau et c'est ce qu'on appelle le tir pendulaire. On s'est inspiré un peu du mécanisme du tilt qu'on trouve dans la caisse. Oui, c'est vrai que le tilt, c'est ça en fait. Ça pend et si tu tapes trop le flipper, ça touche et ça coupe tout. C'est exactement ça. Et en fait, on s'est inspiré de cet élément-là pour déjà
le mettre ailleurs sur le flip et en faire un élément interactif sur lequel tu peux tirer et qui va t'apporter des choses pour avancer dans ta mission. Donc si tu vas sur le mini plateau, tu as 2 actions qui sont possibles. Tu peux faire des loops. Ouais. Et quand tu fais des loops, ça va te charger ton tir, ça va te monter tes points. Et pour progresser, aller plus loin dans certaines des missions, tu as à faire ce tir-là en plus pour valider ta valeur ou atteindre une étape particulière dans ta mission. Une fonctionnalité qu'il n'existe pas sur d'autres flippers que vous avez créée. Ouais. Là, j'ai bloqué, regarde, j'ai bloqué la bille dans mon flip. Et imaginons, on m'a appelé parce que c'est le moment de manger. Mais moi, je ne veux pas arrêter ma partie, mais ça va refroidir, donc je suis obligé d'y aller. Donc du coup, je fais pause, donc je maintiens appuyé là-dessus. C'est ça. Hop, un menu apparaît, je rappuie sur le bouton vert. Ouais. Et là, Le jeu est en pause, donc tu as perdu ta bille. ouais, Il t'a éjecté ta bille, pas de souci, sauf que là, tu vois, tu n'as pas perdu ta partie. Non. Au moment où tu vas relancer le jeu, il va te resservir une bille. Cette bille-là n'est pas comptabilisée comme bille perdue. Et tu vas reprendre là où tu en étais dans le jeu. ok, on essaye. Et ouais, et c'est reparti, c'est C'est ça. génial. Tu reprends. C'est génial. Et donc du coup, moi, si vous m'avez donné envie de venir vous voir, c'est parce que j'ai vu un live Twitch de Flipper. C'est ça, fait par Soir et Flip. Donc en fait, c'était une vidéo que je t'avais envoyée. Et faut savoir que la personne qui fait les live Twitch, c'est Seb de Soir et Flip, qui en plus fait partie de l'équipe de développement. Ah ouais? Le but de son intégration dans l'équipe, c'était justement de compléter les règles qu'on avait déjà écrites. Et en gros, son travail, ça a été d'apporter sa patte, de rééquilibrer les scores. Il a aussi travaillé sur tout le light show. Ça nous a permis en fait de nous libérer du temps, nous, pour bosser sur d'autres sujets. Et aussi de proposer des lives, tu vois, qu'il a postés Ouais. sur le net. Mais ça donne hyper envie. Et puis il est bien outillé. On a vraiment une belle vue du Flipper. C'est ça. C'est hyper dur. Quand j'ai vu que c'était un live, je me suis dit, putain, le nombre de caméras, le nombre d'angles et tout ça, pour que ce soit intéressant. Oh oui, oui, non. On a vraiment envie d'y aller, quoi. C'est ça. Et ben le flipper est vraiment hyper agréable à jouer parce que on est tout le temps dans une rampe, tout le temps quelque part, ça va vite et en même temps si on perd la bille, on nous la rend assez souvent. C'est ça. Donc il n'est pas hyper punitif non plus, Ouais, on essaie de pas faire trop punitif. mais ça va vite. Donc quand on réussit des trucs, on est content. Je trouve que l'équilibre est super, quoi. Voilà, le but du jeu, de la circulation de billes, c'était vraiment de faire quelque chose de dynamique avec une bille qui est tout le temps en mouvement, pas trop de temps de pause. Ouais, il n'y a pas de pause, ouais. À part quand tu choisis ta mission, Oui. on va dire que c'est le seul temps de pause. Ce que je vais faire. Allez, venez, venez. J'espère que vous avez aimé cette émission. En tout cas, encore merci aux gens d'Exapinball de nous avoir invités. Je suis caché dans une caisse parce qu'on m'a dit qu'il l'envoyait à Tokyo. Donc j'attends. Rendez-vous mercredi prochain à 16h30 pour un autre Culture Z. Bisous.